Bon, je vais tâcher d'aller assez vite pour réserver du temps pour le débat. Je dis ça, mais évidemment, je serai moi aussi plus long que prévu. Mais je vais quand même faire au mieux. Tout d'abord, on nous a beaucoup parlé jusque-là de rêves. J'ai entendu mon prédécesseur évoquer beaucoup de conjectures, hein, et si, et si, et si. Moi, je vous propose un brutal retour à la réalité, hein. Je me conçois beaucoup plus dans cette posture-là comme un cavalier de l'Apocalypse que comme un marchand de sable. Et je vais défendre l'idée que le président connaît très bien son droit constitutionnel, il le connaît parfaitement. J'irais même jusqu'à dire qu'il a une connaissance prométhéenne du droit constitutionnel. Prométhée, c'est ce titan qui a volé le feu au dieu de l'Olympe pour le donner aux hommes afin qu'ils s'instruisent. Et je pense que le président nous instruit sur la vraie nature de la Constitution. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail justement de l'interprétation présidentielle, il faut que moi aussi je pose un cadre. Et ce cadre, c'est une théorie de l'interprétation qu'on appelle la théorie réaliste de l'interprétation. Et d'après cette théorie défendue par Michel Tropper, les textes juridiques, et notamment la Constitution, n'a pas de signification normative, hein, a priori de son interprétation. Et la signification normative d'un texte n'est donnée que par les interprètes qui sont habilités à produire des effets juridiques dans le système. Interprètes qu'on appelle les interprètes authentiques. S'agissant de la Constitution, évidemment, le président compte parmi ces interprètes. En revanche, et j'en suis désolé pour mes collègues et pour moi-même aussi, nous ne faisons pas partie de ces interprètes authentiques, hein, et nos interprétations, aussi érudites, aussi séduisantes soient-elles, ne produisent pas d'effets normatifs et sont donc nulles, hein, d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, je précise. Pour un poids de critique important. Pardon. Donc voilà, le cadre étant posé, je vais maintenant évoquer brièvement trois questions. Je ne pense pas faire le tour de toutes les questions envisagées, peut-être quatre, parce que je rebondirai sur l'exemple de De Gaulle, octobre 62. Mais on va d'abord discuter de Macron et on finira peut-être par De Gaulle. On commence par la question de la dissolution de l'article 12. Ma collègue a pu dire que le président avait violé la Constitution et transgressé la procédure, hein, de la dissolution, article 12, notamment en raison du fait qu'il n'avait pas véritablement consulté le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais les avait simplement informés, si je l'ai bien compris. Euh, à cet égard, je dois bien dire que ça m'a quelque peu étonné puisque ces personnes-là ont été consultées, elles ont été appelées. Le président n'a pas raccroché immédiatement après leur avoir parlé, donc elles ont dû émettre des mots. Et partant, ces mots sont constitutifs d'un avis et ça vaut consultation, hein, au sens littéral du terme. Le président a recueilli leur avis et la Constitution n'en demande pas plus en vérité. Il n'y a pas d'exigences formelles supplémentaires dans l'article 12, dans aucune loi organique de la Constitution. Donc, on peut considérer que l'impératif de consultation est ici satisfait. Si on veut jouer à faire des comparatifs systémiques avec d'autres articles de la Constitution, on peut remarquer que le constituant, hein, lorsqu'il a voulu justement imposer un cadre plus formel à ces procédures de consultation, a pris soin de préciser soit que l'avis serait public, article 13, article 16 de la Constitution, soit qu'il s'agirait d'un avis motivé, article 88-6 de la Constitution, soit encore, dans le cas les plus drastiques, qu'il s'agirait d'un avis conforme, article 65 ou 68-2 de la Constitution. Rien de tout ça dans l'article 12, on peut donc présumer qu'il s'agit simplement d'une consultation, tout ce qu'il y a de plus banal, comme l'a fait notre président. Bon, si on s'attache un peu à la tradition parlementaire, à l'esprit de la Constitution, à son histoire, on rappellera que le général de Gaulle, puisqu'il paraît qu'on peut citer le général de Gaulle comme argument d'autorité, le général de Gaulle, lorsqu'il a nommé le gouvernement Couve de Murville, enfin, il a nommé le Premier ministre Couve de Murville,
et ben, par là même, il a nommé aussi le gouvernement, hein, sans attendre les propositions de son nouveau Premier ministre. Donc, il n'a pas respecté l'article 8 alinéa 2 au sens littéral du terme, qu'on aurait pu attendre. Mais il a dit à ce moment-là à un fonctionnaire de l'Élysée, allez dire à Monsieur le Premier ministre qu'il a été consulté. Et quoi qu'on en dise, nous, constitutionnalistes, le gouvernement a été nommé hein, dans son entier. Il a pris des décisions qui ont eu des effets juridiques, donc pas de problème de mon point de vue. Si on évoque maintenant la question de l'article 23 et donc de l'incompatibilité entre l'incompatibilité supposée, bien sûr, entre les ministres, le statut, le fait d'être ministre démissionnaire et député à l'Assemblée nationale, donc c'est l'article 23. On a entendu beaucoup de collègues hein, vraiment, vraiment critiquer de manière très virulente hein, cet état de fait. On a pu dire que c'était une pratique inégale, hein, ça c'est notre collègue professeur Desrosiers, ou qu'elle torturait le droit, hein, Benjamin Morel. Mais je dois bien dire que je n'en crois rien, parce que d'abord, on peut considérer, et il me semble que c'est ce qu'ont fait les membres du gouvernement démissionnaire, qu'être membre du gouvernement démissionnaire, ce n'est pas être membre du gouvernement. Donc, si vous êtes membre du gouvernement démissionnaire, vous n'êtes pas membre du gouvernement, et donc, par extension, vous ne tombez pas sous le coup de l'article 23 de la Constitution, et il n'y a pas de situation d'incompatibilité à constater. Si on était un peu plus... si on concevait une autre interprétation et qu'on pensait que même des missionnaires, les membres du gouvernement étaient toujours des membres du gouvernement, on pourrait se référer à l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui règle cette question des incompatibilités. Bon, cette ordonnance, elle parle pas vraiment du cas de figure dans lequel le ministre démissionne et intègre l'Assemblée. Elle parle du cas de figure dans lequel un parlementaire devient ministre et donc démissionne de son poste à l'Assemblée. Mais cette ordonnance, elle nous dit assez clairement que les ministres ont un mois hein, pour justement démissionner. Bon, dans ce cas-là, ça a été un petit peu plus long, mais... C'est bien de le reconnaître. Mais bon, comme ils sont démissionnaires et que ce ne sont pas des membres du gouvernement, il n'y a pas de problématique dans l'absolu, mais voilà. Il y a quand même un délai qui est accordé. S'agissant de la question de la nomination du Premier ministre, on en a parlé un petit peu et j'ai cru comprendre que certains collègues étaient d'accord avec moi. Hein. De toute évidence, l'article 8 de la Constitution n'impose en rien, évidemment, au président de la République de nommer Premier ministre une personnalité choisie par le parti arrivé en tête des élections législatives. Ça me semble être une évidence. Il n'a pas non plus obligation de désigner cette personne pour former une coalition. Le texte constitutionnel est parfaitement silencieux sur ce point. Et si l'on cherche à s'informer du côté de nos voisins étrangers, hein, Madame Pontoro l'a signifié, on trouve des exemples contraires, hein, même très récemment, en Espagne, Pedro Sánchez hein, n'avait pas remporté les élections législatives. C'était bien le Parti populaire conservateur qui les avait remportées et pourtant, il a été désigné pour composer la coalition. Donc, on a des précédents à l'étranger et la Constitution laisse, me semble-t-il, les mains libres au président. Je conclurai très rapidement en disant que si on cherche justement à envisager une violation systémique de la Constitution par le président, enfin une trahison de l'esprit de la Constitution, laissez-moi vous dire que je n'y crois pas une seconde, hein, parce que l'esprit de la Constitution, ça a été dit aussi d'ailleurs, pour moi l'esprit de la Constitution est présidentialiste depuis son origine. Le général de Gaulle l'a suffisamment signifié. Hein. Un des caractères essentiels de la Constitution de la 5e, c'est qu'elle donne une tête à l'État, et cette tête, c'est le président de la République. Donc, en cas de différends interprétatifs relatifs à la Constitution, il me semble qu'il faut s'en remettre en dernier ressort au président.
Voilà, je terminerai en disant que je ne souhaite pas au président le sort de Prométhée, puisque celui-ci a fini enchaîné à un rocher, le cœur dévoré par un aigle, le supplice se répétant chaque jour en raison de l'immortalité de Prométhée. Et j'espère que ce ne sera pas le prix à payer de tant de génie constitutionnel. Je vous remercie. Bien, alors maintenant qu'on a fait le tour des interventions avec des points de vue évidemment et des postures différents les uns des autres, c'est aussi tout le sens du droit constitutionnel précisément que de permettre l'interprétation et les divergences d'interprétation, voire les désaccords d'interprétation. Après tout, même si, comme tu l'as rappelé, notre interprétation n'est certainement pas autorisée au sens de la théorie de l'interprétation, je maintiens quand même que notre interprétation et nos interprétations restent légitimes. Alors, on va ouvrir le débat, la discussion. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, des contributions, des observations, votre perception sur tout ce qui a été dit et votre perception du fonctionnement des institutions. Alors, comme on n'a pas de micro portatif baladeur, je vais vous demander de parler fort, qu'on puisse vraiment vous entendre et de bien vous manifester. Alors, j'ai vu une main levée tout en haut, on peut commencer par en haut et puis on va avancer progressivement. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour peut-être d'horizon. Là, on va prendre un certain nombre de questions, si vous en avez, parce que je pense qu'on va pouvoir les regrouper aussi sur les éléments de réponse. Alors, qui souhaite enchaîner? Oui, monsieur, allez-y. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la crise politique actuelle viendrait du fait que la Constitution a été créée avant tout pour un régime politique qui est bipartite, au moment où on a eu quand même longtemps dans notre histoire de la Ve République un grand pôle de droite et un grand pôle de gauche, sans avoir de fort parti autour. Est-ce que peut-être là où l'erreur d'Emmanuel Macron, en tout cas dans sa pratique constitutionnelle, ça n'a pas été de là où il doit être selon l'article 5 garant de la Constitution, ne pas utiliser l'article 89 pour essayer d'adapter la Constitution à un régime qui aujourd'hui est multipartite et voit, je ne sais pas, j'ai donné l'exemple par exemple de l'article 49 qui pour censurer un gouvernement il faut une majorité absolue. Est-ce que son erreur n'a pas été justement de ne pas prendre suffisamment à l'avance des mesures pour adapter les règles constitutionnelles à ce régime qui est multipartite au lieu de bipartite? Très bien, merci monsieur. Ça nous renvoie à la logique majoritaire du régime sur laquelle on peut revenir. Alors, je crois devant moi et puis tout en haut. Oui, monsieur, allez-y. Moi, j'avais une question par rapport au temps que Emmanuel Macron a pris à nommer un nouveau gouvernement. Pendant ce temps-là, il y a eu de nombreuses consultations de différents partis politiques. Est-ce que vous pensez que c'était une volonté honnête de la part du président de la République de créer une majorité dans l'Assemblée où personne n'est vraiment majoritaire, ou est-ce que c'était de la dilatation pour camoufler la violation de la Constitution du président de la République? Très bien, merci monsieur sur la question sur le délai de composition du gouvernement et sur le choix. C'est noté. Madame, tout en haut.
Et ensuite, c'est pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel est composé autant d'acteurs Vieux. politiques, Ah, puis après, c'est ce qu'il vient faire là, il faut que ça fonctionne. par exemple, les actions du président en question aussi, du point de vue de la loi, ce qui m'a choqué aussi pour aller avec ça, c'est que comment est-ce qu'une loi de validation peut être contrôlée par le Conseil constitutionnel alors que c'est une question qui est politique et sans être sur la mise sur le Conseil juridique. Est-ce qu'il n'enlève pas le principe de la contrôle juridique pour un contrôle politique et tout est D'accord, merci madame. Sur le Conseil constitutionnel, qui est la seule institution pour l'instant avec laquelle Emmanuel Macron n'a pas eu trop de conflits, j'allais dire. En tous les cas, il y a eu des discours un petit peu offensifs et puis il y a eu des décisions du Conseil constitutionnel sur un certain nombre de lois votées par la majorité présidentielle. Donc on peut en reparler, effectivement. Alors ensuite, tout en haut, monsieur. Regarde chacune de ces interprétations, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur l'impact que pourrait avoir le vote tout récent de la motion de censure qui n'a du coup pas abouti du gouvernement Barnier? D'accord. Enfin, d'accord. On peut vous donner nos avis si vous voulez. On risque de multiplier les avis. Il y a un certain nombre de motions de censure qui se développent dans les jours qui viennent, parce que c'est ce qui semble se profiler. D'accord, donc quelques mots sur la motion de censure. Monsieur. Si on retient au propos, le gouvernement étant démissionnaire, il n'est pas un gouvernement, et en cela, le président n'a pas violé l'article 23 de la Constitution. Et du coup, ça me pose une question. Si le gouvernement était démissionnaire, finalement, ça veut dire que la continuité de l'État et sa gestion des affaires courantes ne peut pas être assurée, qu'il n'y a plus de gouvernement. Donc, si le président n'a pas violé l'article 23, n'a pas violé l'article 5, finalement, c'est que la gestion des affaires courantes n'était pas assurée. Ma deuxième question, plus générale, vous expliquez que le Conseil constitutionnel ne contrôlait pas finalement cet article 12 sur le fait que la présidente de l'Assemblée nationale n'aurait pas été consultée. Certes, ce n'est pas son rôle. Le fait que le Conseil d'État ne contrôle pas non plus finalement le fait que la dissolution de l'Assemblée nationale soit un acte de gouvernement, qui serait que le Conseil d'État ne contrôle pas. Finalement, ma question, elle est si personne ne contrôle, est-ce que la Constitution ne devrait pas se protéger elle-même? Et en ce sens, c'est une révision de la Constitution, notamment de cet article, qui prévoirait une autre forme de consultation, plutôt un plus fort de simple consultation, ne serait pas nécessaire à la France pour éviter à l'avenir ce genre de D'accord, deux questions. Donc, une sur la notion de gouvernement démissionnaire. On pourrait la compléter par la notion d'affaires courantes, hein, au sens du droit constitutionnel et du droit administratif, parce que là, on a eu des choses intéressantes. Et puis, la deuxième question sur l'article 12 et le renforcement de l'article 12 par une révision constitutionnelle, éventuellement.